pour ceux qui me connaissent, on me voyait habituellement pour ce qui était la gestion des arbres et donc l'administration de Bruxelles Mobilité m'a confié une nouvelle mission qui est celle de facilitateur nature et eau. Donc en fait, c'est prêcher la bonne parole au sein de l'administration sur ces questions. Et ce depuis le 1er novembre, donc c'est tout récent. Donc, les sujets que je vais aborder principalement sont, après une brève introduction, pour vous présenter qui est Bruxelles Mobilité, donc ses missions et comment la question de la GIEP peut s'insérer avec ses missions, le cadre stratégique, donc politique quelque part, de la GIEP à Bruxelles Mobilité, le rôle de la végétation dans la GIEP, je vais parler 2 ou 3 minutes de ça, parce que c'est complémentaire et on en parle, je pense, pas assez souvent. Et quelques exemples de projets de déminéralisation que nous avons réalisés depuis 1 an maintenant. Voilà, donc d'abord, qui est Bruxelles Mobilité? Donc j'ai repris cette définition d'un des sites internet de la région. Au sein de la région Bruxelles-Capitale, Bruxelles Mobilité gère la définition des stratégies de mobilité et la sécurité routière. Donc j'ai surligné en bleu les projets d'aménagement, de renouvellement et d'entretien des espaces publics et des voiries régionales, ainsi que des infrastructures de transport en commun et les taxis. Donc notre administration remplit ainsi des missions essentielles de la qualité de vie dans la région et son développement durable et harmonieux. J'ai surligné en bleu pour parler, donc justement, l'administration crée des voiries, elle les entretient, elle les renouvelle, et à ces missions de mobilité qui sont à la base de l'ancienne administration des travaux publics nationale qui est devenue Bruxelles Mobilité par la suite, sont venues se superposer les notions de qualité de vie des riverains, des habitants, donc la ville aussi a ses habitants, en partant du principe que la voirie n'est pas qu'une infrastructure de transport, mais aussi un lieu de rencontre, un lieu de vie. Et donc tout ça dans une matrice de développement durable. Donc, cette carte représente la région Bruxelles-Capitale, qui est enserrée par le RINC. L'administration régionale donc, ne gère que les voiries régionales, donc les grands boulevards, les grands axes qui sont ici en rouge, et une partie du périphérique, donc du RINC de Bruxelles. La majeure partie est gérée par la région flamande et une petite partie par la région bruxelloise. Donc, vive la difficulté institutionnelle. Donc, nous ne gérons pas les voiries communales. Et donc, les caractéristiques de ces voiries sont sont des espaces essentiellement linéaires. A contrario, donc, nous n'avons pas de parcs qui sont beaucoup plus extensifs. Donc, ça a aussi une influence sur les stratégies à adopter en termes de gestion des eaux. Il y a des abords verdurisés des voiries, soit des alignements d'arbres ou des talus, plutôt dans les boulevards périphériques ou sur le ring. Donc, le cadre stratégique de la gestion intégrée des eaux pluviales à Bruxelles Mobilité. Donc, l'accord de gouvernement de 2019, on l'a déjà évoqué, vise à rendre la région résiliente. Donc, dans les missions de Bruxelles Mobilité, ce sera mis en œuvre par une verdurisation et une gestion intégrée des eaux pluviales. J'ai mis les deux dans la même partie puisqu'elles sont souvent complémentaires. Donc, ces deux stratégies ou thèmes doivent pouvoir intégrer donc, ce qu'on appelle les solutions basées sur la nature, les nature-based solutions. Donc la végétation contribue à certains services qui sont offerts à l'homme et vice-versa. C'est proche des services écosystémiques. Et donc ce sont des solutions qui ne sont pas basées essentiellement ou uniquement sur l'ingénierie, je vais appeler ça comme ça. Donc la gestion différenciée, là on est plus dans le domaine écologique, mais on peut aussi aborder le concept pour la gestion des eaux pluviales. Donc, il y a une implémentation structurelle dans les actions de Bruxelles Mobilité depuis 2020. Donc, pourquoi on prend cette bascule de 2020? C'est parce qu'avant, on a brièvement introduit la notion aussi, les eaux de pluie étaient considérées au mieux comme un matériau qu'il fallait gérer et se défaire, ou au pire comme une nuisance qu'il fallait vite évacuer dans les égouts. Donc maintenant, ça fait partie aussi de l'aménagement et on essaie de la valoriser. Et donc, nous mettons en place différentes actions, différents travaux, différentes stratégies avec d'autres institutions, dont essentiellement Bruxelles Environnement, mais aussi les communes, hein, puisque les grands projets se font en concertation avec les communes et d'autres acteurs. Et donc, j'ai surligné en dernier, en maintenant les différentes fonctions de la voirie, puisque au-delà de la verdurisation, de la gestion intégrée des eaux pluviales, donc les fonctions de mobilité restent présentes, les stratégies cyclables, piétonnes, la place une certaine place de la voiture en ville et les transports en commun. Donc, pour mettre tout ça en place, on a besoin de personnel,
personnel qui soit formé. Donc moi, à la base, j'ai une formation d'agronome en sylviculture, donc en forestier. J'ai même exercé là-dedans, ici à Bruxelles Environnement, il y a plus de 15 ans maintenant. Et donc, le management de l'administration a fait appel à certaines personnes au sein des services qui seraient intéressées par se former, se spécialiser dans cette question-là. On a besoin aussi de budget, donc c'est l'ère de la guerre. Hein. Pour le moment, on fonctionne avec, soit pour les petits projets, ceux qui peuvent se faire sans permis d'urbanisme ou des projets de petite ampleur, donc avec des marchés qu'on appelle stock ou à commande. Donc ce sont des marchés pour la gestion à tout venant, je veux dire avec des postes standards. L'évolution de ces cahiers des charges de stock prendra en compte aussi, comprendra des postes dans le métré qui seront dévolus aux aménagements de GIEP. Et donc les cahiers des charges dédiés aux cahiers spéciaux des charges, là on parle de grands aménagements, par exemple rénover une voirie de façade à façade. Elle fait l'objet d'un cahier des charges sur mesure qui intégrera tous ces postes-là dédiés à la GIEP. Donc, pour rédiger ces cahiers des charges et ces projets, seront élaborés des référentiels d'aménagement, donc qui définiront dans quel cas, dans quel type de situation on peut mettre en application telle ou telle solution. Donc, développement de dimensionnement, d'indicateurs, ça va dans le sens de ce que Virginie a expliqué précédemment. Et donc, j'ai aussi un rôle de sensibilisation au sein des agents de Bruxelles Mobilité. Donc, comme je l'ai dit, historiquement, c'est une administration de travaux publics. La jeune génération est beaucoup plus sensible aux questions d'intégration des eaux pluviales, aux questions de verdurisation. Et donc, en fait, j'essaie de faire parler des cultures qui, à la base, sont différentes. Donc, ça, je vais vite passer. C'est en gros ce que j'ai rédigé, ce que j'ai expliqué précédemment. Il faut trouver des synergies entre les plans stratégiques régionaux, donc le plan régional de mobilité, le plan de gestion de l'eau, le plan bruit, par exemple. Si on installe une noue, on peut séparer une piste cyclable de la chaussée. Et donc, les cyclistes ou les piétons un peu plus loin sont plus en sécurité en étant éloignés de la chaussée. C'est une des synergies, par exemple. Référentiel d'analyse, j'en ai parlé. Les notes stratégiques, donc à la base, ce qui génère la nécessité ou l'identification d'un projet à réaliser, ce sont les questions de mobilité. J'aimerais faire remonter cette question-là au sein de l'administration. Donc la question de la GIEP comme étant un élément important, sinon déterminant dans certains quartiers. Voilà, petit gros projet, j'en ai parlé au niveau des marchés publics, des cahiers des charges. Alors, je vais parler quelques minutes donc, du rôle de la végétation dans la GIEP. Donc, quand on parle de la gestion intégrée des eaux pluviales, on pense d'abord à prendre en charge la goutte d'eau de pluie dès son contact avec le sol, soit en la percolant, l'infiltrant, en la ralentissant, donc en la tamponnant, ou voire en la gérant dans des bassins d'orage pour les gouttes d'eau qui sont en surverse. On peut peut-être déjà agir en amont, et là je retombe sur mon dada, hein, les arbres et la végétation. Donc ça, c'est une photo qui circule régulièrement sur le net, qui est connue. Et donc je l'ai mise pour illustrer que chacun d'entre nous s'est un jour abrité sous un arbre pour se protéger de l'eau. Et donc ce que je veux faire passer dans cette photo, c'est que déjà les grands arbres, mais toutes les strates de végétation, elles captent, elles interceptent une partie des eaux pluviales. Est-ce que c'est quantifiable? Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'études. Moi, personnellement, je n'en ai pas trouvé beaucoup. S'il y en a qui la connaissent, ils pourront me le transmettre. Et donc, on peut aussi parler de redondance des stratégies pour la gestion des eaux. Ici, c'est redondance des stratégies pour s'abriter de l'eau. Premier parasol, c'est l'arbre. Deuxième parasol, deuxième parapluie, c'est ce qu'il y a au-dessus des dames qu'on voit sur la photo. Donc ici, quand on s'abrite sous un arbre, pour illustrer ce que j'ai dit, il vaut mieux s'abriter sous une canopée qui est dense. Donc la photo de gauche, c'est une photo qui a été prise à Woluwe-Saint-Pierre. La photo centrale, c'est une vieille photo que j'ai prise quand j'étais étudiant il y a 20 ans. Donc les arbres étaient là, ils sont encore là, du Tervuren. C'est en hiver, mais bon, on peut quand même s'abriter là en dessous quand on a un bel orage. C'est plus intéressant de s'abriter sous les deux photos de gauche que sous les arbres des photos de droite, respectivement un Photinia sur tige ou un platane qui est taillé en tête de chat, comme on dit pour le traducteur, c'est kattekop en néerlandais également. Donc, vue du ciel, l'avenue de Tervuren, photo de gauche, on voit que la canopée des arbres couvre, on va dire 50 à 60% du profil de la surface de la voirie.
par rapport à la photo de droite, qui est l'axe, je ne sais plus à quel endroit, qui mène vers la basilique de Kuckelberg, où ce sont encore des platanes taillés en tête de chat qui couvrent peut-être à vue d'œil 5% de la superficie. Donc ça, c'est une image en profil projet où aussi j'aimerais que dans les projets à venir de mon administration, on puisse illustrer la croissance de la végétation, non seulement dans les situations projetées lors de l'inauguration, mais aussi après 20, 30 ou 40 ans, pour un peu essayer de dimensionner les choses. Et bon, c'est un outil de communication, hein. On a parlé de communication précédemment. Bon, la photo n'intègre pas spécifiquement d'aménagement sur la GIEP, la photo ou le montage photo, on va dire. Mais voilà, c'est juste pour illustrer situation projetée 2038. C'était une réflexion théorique sur un petit projet. Donc, rôle des strates arbustives herbacées, j'en ai brièvement parlé. Donc, quand on parle des strates arborées, il y a aussi les strates de sol. Sous les sols forestiers, on a une litière qui se décompose progressivement. Donc, les feuilles qui tombent, les feuilles qui brunissent, elles sont broyées par les éléments climatiques, par les animaux qui marchent dessus, voire par les hommes qui marchent dessus en se promenant en forêt de soigne. Et tout ça est progressivement humifié et acquiert ou garde une porosité qui est importante pour l'infiltration des eaux. Donc la litière, déjà, elle peut accueillir une certaine quantité d'eau en surface, de même que tous les horizons qu'on voit ici. Donc, est illustré aussi une série d'insectes ou d'animaux qui vivent dans le sol. On connaît tous les lombriques, il y a les colamboles, etc. Donc tout ça, ça creuse des galeries, ça entretient la macroporosité du sol. Donc la macroporosité sont les gros pores qui permettent l'infiltration de l'eau, mais aussi de l'air pour nourrir les racines, pour aérer les racines des arbres. Et donc ça protège du tassement des sols et donc de l'imperméabilisation. Et donc une stratégie aussi, Nature Based Solutions, c'est essayer de promouvoir cette litière au pied des arbres ou au sein des aménagements plantés. Donc en résumé, ce que je viens de dire, redondance des stratégies, Nature-Based Solutions, la végétation joue un grand rôle, stockage, tamponnage, évapotranspiration. Donc, quand j'ai fait mes études, on parlait dans un bouquin sur le hêtre, je me rappelle, d'une transpiration de 10 000 litres par jour et par hectare. Dans les études récentes, on parle de 15 000, plutôt 15 000 litres. Donc 15 000 litres, c'est quand même... c'est pas 15 000 litres, excusez-moi, c'est mètres cubes. Attendez, non, c'est ça, 10 000 litres. Oui, non, c'est 10 000 litres, excusez-moi. J'ai fait une erreur d'échelle dans ma tête. Mais le texte est correct. Donc la litière et l'humus, la terre arable de bonne structure, etc. J'en ai parlé. Les cycles gel-dégel aussi contribuent à la restauration ou au maintien de la macroporosité dans le sol. En dernier lieu, je vais vous parler donc, de quelques projets de déminéralisation que nous avons effectués ces dernières années, donc principalement depuis 2020. Donc depuis la bascule, je veux dire, au niveau de l'approche de l'administration de la mobilité sur la gestion intégrée des eaux pluviales. Donc on avait avant 2020 certains projets qui prenaient localement en charge cette eau, tandis que depuis fin 2020, on essaye d'intégrer ça dans tous les projets qui sont en discussion. Donc les petits projets sont des projets souples qui peuvent être réalisés rapidement. On en a déjà réalisé un beau paquet, on va en illustrer certains. Par contre, les gros projets, dans le processus projet, ça prend plusieurs années entre l'identification des enjeux, les études par des bureaux spécialisés, les procédures de permis d'attribution des marchés publics, ça prend 2, 3, 4 ans. Donc si on commence en 2020 à penser à ces gros projets, ils sont réalisés sur terrain en 2022, 23, 24, on espère. Mais il y en a déjà certains. Je vais commencer par celui-là, que vous connaissez sans doute pour la plupart. Donc, c'est le boulevard de la Wolu, à Woluwe-Saint-Pierre et Etterbeek, qui a été réalisé voici 3 et 4 ans, en 2 phases. Donc, on partait d'un boulevard très urbain, en fait, avec donc dans la coupe en profil en travers du dessous. On voit donc 2 bandes de circulation dans chaque sens dans la chaussée centrale. Et sur les contre-allées, encore 1 à 2 bandes, donc ici 2 bandes de circulation. On avait certains arbres, et dans le profil qui est illustré sur le dessus de la dia, on voit que des noues ont été aménagés entre des nouveaux arbres qui ont été plantés. Pour la petite histoire, les peupliers à gauche, les peupliers d'Italie en mauvais état, ont été remplacés aussi par une végétation indigène. Ça se situe à hauteur des écoles du collège Saint-Joseph. Donc, la vue en plan sur le dessus, on voit les alignements d'arbres qui sont
qui sont donc entrecoupées par des nous, donc des surfaces d'absorption, des tamponnages des eaux. Elle est illustrée par une photo ici en contrebas. Donc on voit que depuis la chaussée, la bordure est interrompue et permet donc l'acheminement et la redirection de l'eau dans cette noue. Au sein de la noue, on a ici, on a un exutoire ici pour le trop-plein. Donc le bas de la noue sert en fait de stockage temporaire. Et bon, s'il y a vraiment un trop gros orage, eh bien, l'eau est redirigée en partie par l'exutoire qui est situé là. Voilà, donc ça c'est un aménagement qui n'était pas forcément destiné à gérer les eaux pluviales, mais bon, on fait d'une pierre deux coups. Donc ça se situe avenue de la Reine à Bruxelles, plus exactement à Laken. On voit sur la photo avant l'église royale qui est au bout de la perspective. Donc on a une chaussée qui est bordée de deux alignements de marronniers, et au pied de ces arbres, on a des couches de dolomie qui sont piétinées, durcies. Donc la dolomie, c'est un substrat, c'est un revêtement qu'on place souvent dans les parcs et qui est constitué de carbonate de calcium et de magnésium. Et donc les fines particules en fait dans ce mélange de dolomie, dans la granulométrie, vont combler les interstices plus importants. Donc ça crée un genre de croûte qui est relativement imperméable. Et donc le but premier du projet était de valoriser et d'améliorer les conditions de vie des arbres. Et en bonus, au moins, on va dire, infiltrer les eaux de pluie qui tombent à l'aplomb de ces arbres. Donc, on a procédé en fait par aspiration du substrat sur les photos. Enfin, après la première photo, c'est pendant, on va dire. Aspiration du substrat par des camions aspirateurs qu'on trouve sur les engins de chantier. Ça évite de casser, de couper les racines des arbres. Si on l'avait fait à la pelleteuse, on a remplacé cette dolomie et cette terre par de la terre arable, un peu enrichie en matière organique. Et on a regarni ça de diverses plantations, soit d'arbres ou d'arbustifs bas, de potentis qu'on voit en dessous. À refaire, on pourrait même faire mieux. On pourrait aussi créer des noues, comme on l'a vu précédemment, par exemple en interrompant les bordures qu'on voit en bas à droite de la photo, et donc rediriger des eaux vers des noues. Donc ici, ça, on a fait un an plus tard, exactement ce que je viens d'expliquer, mais en mieux. Donc avenue Valkalken à Anderlecht, on a une chaussée donc, où on a deux bandes, une bande et demie de circulation dans chaque sens. Et cette voirie est bordée d'un double alignement qu'on voit à gauche, où les cheminements piétons étaient aussi bordés de dalles, de clinkers, de pavés béton. Et donc, on a procédé via la même technique à l'aspiration des terres qu'on voit sur la photo en haut à droite. Mais au lieu de remettre de la terre partout, on a créé des noues, on a mis des avaloirs spécifiques qui sont là, et en fait, qui redirigent, ils peuvent être fermés, et ils redirigent l'eau de ruissellement vers les noues. Là, ces photos ont été prises par un de mes collègues il y a quelques mois de ça, en pleine averse, donc ça marche relativement bien. On voit que la végétation s'est installée, ça commence à avoir un bel aspect. Donc ça a été aménagé en février-mars 2021. Toujours au même endroit, sur la dia suivante, c'est le prolongement en fait de ce qu'on a vu. On a un triangle avant qui est fort déminéralisé, et on a retiré, je ne sais plus combien de mètres carrés, facilement 200 ou 300 mètres carrés à cet endroit-là, donc de dalles béton qui ne servaient à rien, sauf à empêcher l'herbe de pousser. Et on l'a garni de nouvelles plantations. Et donc, je montre ça aussi, c'est intéressant parce qu'on gère ainsi l'eau qui tombe du ciel, l'eau de pluie, mais on voit aussi le même type d'avaloir en fait, qui redirige les eaux de pluie non pas vers des noues, mais vers des tranchées drainantes. Donc on a parlé d'une grave tout à l'heure qui est intégrée dans certains aménagements. Et bien sous les petits arbustes, il y a une grave drainante qui sert de tamponnage et d'infiltration des eaux. Je ne saurais plus vous dire la profondeur, mais ça doit facilement faire 60 à 80 cm donc de grave pour récolter ces eaux de pluie. Donc 30% de vide, ça peut faire jusqu'à 300 litres par mètre cube. Sur la photo ici, il n'y a pas d'aménagement destiné à gérer la GIEP, mais j'illustre en fait des arbres d'alignement. Donc nous avons, grosso modo, en voie régionale, 33 000 à 34 000 arbres d'alignement, plus les arbres sur l'autoroute.
dont la moitié qui sont dans des fosses individuelles de plantation, qui font au niveau du RU 2,25 m² en norme standard. Ici, on a des fosses qui ont grosso modo en intérieur bordure 2 mètres sur une, ça fait 2 m². On est déjà en infraction, je vais dire ça comme ça. Et comme une des stratégies régionales est aussi de diminuer la place des voitures en ville, donc le stationnement, si des 65 000 places à supprimer, on peut en récupérer ne fût-ce que 1000, ben on gagne déjà 1 hectare pour faire des plantations, pour agrandir les fosses d'arbres, donc pour infiltrer les eaux, pour prodiguer de meilleures conditions de croissance aux arbres. Donc ici, il s'agit de cela du jet, ce sont des lyriodendrons, tulipifera ou chinensis, je ne sais plus, un des deux, qui sont justement des arbres qui aiment bien un sol frais, légèrement humide, donc adaptés à la situation. Ils seraient en meilleure santé encore avec un peu plus d'eau. Le mélange terre-pierre, donc le mélange terre-pierre, c'est aussi une alternative à la grave de stockage ou de tamponnage des eaux. Ça permet aussi aux racines des arbres de se développer, explorer des horizons de sol qui sont situés plus loin. Donc si vous avez un arbre qui est entouré de revêtements, une piste cyclable ou autre, on peut imaginer que les soubassements de cette piste cyclable ou de ce trottoir soient faits en mélange terre-pierre. Les racines peuvent ainsi se développer et aller chercher, par exemple, dans une plaine de terre un peu plus loin, à 3 ou 4 mètres, de quoi se nourrir, de quoi s'alimenter. Là, un exemple qui a du bon et du moins bon. Donc, c'est avenue Henri Jaspard, près de la porte de Halle. Donc, ce sont des dalles, pas béton gazon, puisqu'il n'y a pas de gazon, mais des dalles, je vais appeler ça béton gravier, qui ont été installées. Malheureusement, le terrain était un peu en pente. Il y a eu un lessivage des graviers qui ont été disposés. Donc, l'effet de gestion des eaux, l'objectif est rencontré à cet endroit. L'esthétique, par contre, est plus problématique. Donc, voilà, à l'avenir, on fera peut-être autrement. Ce sont les avantages de faire quelques essais et parfois des erreurs. Photo dans le même ordre d'idée. Donc ça a été réalisé en 2017 et 2018, avenue de la Liberté à Koekelberg. Donc pas la partie sur Molenbeek. Donc anciennement, on avait des Acer saccharinum sur la photo de gauche, donc les érables argentés américains qui grandissent très vite, qui ont des racines qui démolissent tout. Là, ils étaient taillés de manière donc, pas très heureuse. On a remplacé donc, ces arbres par des ormes. Et c'est une voirie qui est très contrainte au niveau stationnement. Donc c'était pratiquement impossible de faire un espace vert complet sans stationnement. Donc on a placé des dalles béton gazon qui sont renforcées. Le gazon a été semé dans un substrat qui est dans les joints, qui a été placé dans les joints entre les parties de béton. L'insertion du brin d'herbe est plus ou moins 1 cm sous le niveau du joint pour éviter l'arrachement des roues ou autre. Et là où ça devient intéressant, c'est la dia suivante, parce que là, c'est ce qu'on voit en surface, mais ce qu'on ne voit pas en surface, c'est ce qu'il y a en dessous, par définition. Et donc, on a placé des structures caissons, qui sont, c'est vrai, on l'a dit avant, assez chères, qui ne sont pas dévolues spécifiquement à la gestion des eaux ou l'infiltration des eaux, mais qui le permettent aussi. Donc, ces caissons sont remplis de terre, ce qui a permis à nos ormes qu'on a plantés de pousser à vitesse grand V, beaucoup plus vite que dans d'autres stations de croissance en ville. Et donc, ces structures caissons, elles permettent de garder la porosité, donc le non-tassement du sol, et également d'infiltrer les eaux. Donc, en surface, ça donne ça. Là au-dessus vient un géotextile, une vue en coupe ici. On a quand même gardé les arbres dans des bacs en béton parce qu'il faut les protéger des chocs du stationnement, des voitures et des camions. Un gros choc dans un tronc et c'est 10 ans d'efforts qui sont foutus au niveau d'un arbre. Voilà pourquoi. Une photo du même type d'aménagement, plus petit. Donc là aussi, ce sont des questions du même type. Donc avant, ça se situe à Uccle. Là, on devine là. Il y a eu un arbre, et avant l'arbre qui était présent, il y en a eu un autre, et il y en a eu 3 ou 4 comme ça en 15 ans qui sont tous morts de soif, parce qu'on est dans un aménagement qui est hyper minéralisé à cet endroit, entre la voie de tram et la chaussée. Donc on a retiré tout ça, on a remplacé le revêtement par une zone plantée. Et l'arbre planté se porte très bien. Et enfin, ça c'est une intention, c'est un projet qu'on voudrait porter en interne, en tout cas à la cellule plantation. On aura, je pense, besoin de nos collègues
d'autres directions. Donc il s'agit du parc Elisabeth, on est en face de la basilique de Kuckelberg. On voit sur c'est un parc classé. Hein. Donc en haut à gauche, en jaune, c'est la surface qu'on aimerait déminéraliser. Donc pour le moment, c'est une surface de dolomie qui n'est pas très heureuse esthétiquement. Donc historiquement, ce parc qu'on voit sur la photo ici en haut à droite, eh bien, il y avait un maillage d'arbres qui était planté et qui organisait une perspective depuis la place Simonis ici jusqu'à la basilique à l'occasion de la construction des tunnels souterrains. Donc il y a le fameux tunnel Léopold II, les bretelles, les tunnels d'accès là en dessous. Enfin, c'est un mini-mélo d'infrastructures routières. Donc il y a toute une surface d'arbres qui ont été abattus, de plantations qui ont été retirées. Et donc les niveaux de terre qui sont entre 1,40 m et 2,50 m nous permettraient de replanter des arbres. Et donc aussi de déminéraliser, retirer toute cette surface de dolomie et de la remplacer par, on va dire, 80% de plantation en organisant le cheminement piéton. Voilà pour ces quelques exemples. Et donc je vous remercie tous et toutes pour votre attention. Oui, merci pour l'exposé très parlant, très illustré, très interpellant. On reconnaît beaucoup de situations bruxelloises, c'est du concret, merci. Est-ce que ça appelle certaines questions, certaines réactions dans la salle? Zijn er mensen die vragen willen stellen over de voorbeelden die nu getoond zijn? Een kleine vraag. U sprak van verduration en de spreekbuis, de woordvoerder van de staatssecretaris, sprak van végétalisation. En ik beheers de Franse taal niet volledig. Wat is het verschil tussen végétalisation en verduration? C'est la même notion, hein, oui. Donc c'est déminéraliser la ville pour planter des végétaux à la place, en fait. Voilà. Et donc percoler aussi par la même occasion. Une des questions que je me posais et qu'on se posait en préparant cette session d'aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y a une idée, est-ce qu'il y a une mesure de l'impact global que peut avoir la conversion que vous réalisez avec tous les exemples que vous avez donnés à l'échelle de la région bruxelloise? Et la question qu'on se demandait, c'était, bon, on ne peut pas sous-estimer évidemment la valeur de communication très puissante que ça peut avoir, parce qu'il y a des réalisations concrètes, visibles, qui sont montrées, notamment dans votre présentation, mais que tout le monde peut voir tous les jours en circulant à Bruxelles. Mais mis à part cette valeur de communication très puissante que ça peut avoir, est-ce qu'il y a une mesure de l'impact réel que l'on peut générer au niveau de la région bruxelloise dans son ensemble à partir des voiries régionales? Eh bien, pas encore, mais ça va prendre place dans les mois à venir. Donc, comme j'ai dit, la prise de conscience de l'administration, en tout cas le mandat qui a été donné par le politique à notre administration est très récent. Et donc, les premiers indicateurs qu'on utilise, c'est du surfacique. Hein. Simplement, autant de mètres carrés ont été déminéralisés. On pourrait traduire ça par un potentiel d'infiltration. Ça n'a pas encore été fait. Donc, depuis quelques semaines, on a une nouvelle personne qui travaille avec nous qui a été détachée d'un bureau d'études. Donc, quelques semaines, c'est novembre ou octobre, pour justement calculer, donc faire les dimensionnements, calculer ces potentiels d'infiltration ou l'infiltration réellement réalisée donc, dans le monitoring après chantier pour mesurer cet impact. Donc voilà, tout ça va prendre place. L'année 2022, en tout cas, va prévoir donc, une mise à jour des cahiers des charges de l'administration et des cahiers des charges type. Et donc les groupes de travail sont en train d'être constitués en interne et si on se revoit dans un an ou deux, moi ou en tout cas un de mes collègues, on pourra vous en dire beaucoup plus. Okay, merci. Quelqu'un voulait poser une question? Oui. Merci. Donc moi j'avais deux questions en fait. J'espère que vous m'avez m'en facturé qu'une. Mais voilà. Donc la première, c'était de savoir si vous avez juste des arbres qui poussent dans un cercle de juste, je sais pas, 2 mètres de diamètre. Comment est-ce qu'ils font pour arriver à avoir de l'eau, tout carrément, parce que c'est tout autour du béton, voilà. Pour moi, ça m'a toujours frappé. Et la deuxième question, je vous la pose tout de suite, comme ça vous pouvez vous lancer après. C'était de savoir, quand vous avez par exemple des installations perméables sur des lieux de parking, comme on en a vu, je pense,
aussi dans les exposés précédents, il y a certaines installations avec un peu de béton et après du sable entre les pièces de béton. Est-ce que ça garde encore la perméabilité ou est-ce que ça diminue avec le temps? Voilà. Pour la deuxième question, bon, nous, on n'a pas trop le recul nécessaire là-dessus, donc c'est pour ça qu'on va se faire conseiller, mais je crois que ça va garder une bonne part de la perméabilité, hein, puisque les joints en fait, sont remplis de gravier, et que le gravier ne va pas se tasser. Le seul danger, c'est qu'il y ait des atterrissements donc de fines particules qui viennent progressivement boucher les pores. Donc tout ça, ça peut être entretenu aussi, ça peut être aspiré après quelques années avec un engin et remplacé par un nouveau substrat qui permettra la continuité de l'aspiration. On retrouve la même problématique dans les revêtements semi-perméables ou les bétons poreux ou asphalte poreux, hein. Donc, ces revêtements ont une très grande capacité de percolation et elles ne se bougent pas si vite que ça, apparemment. Si c'est bien mis en œuvre, la mise en œuvre est très importante puisque pour d'autres vêtements, la performance est assez pérenne dans le temps et l'entretien reviendrait pour les 10, 15, voire 20 ans. Je parle des bétons poreux ou des asphaltes poreux. Ici, comme on l'a vu, le substrat, enfin les graviers n'étant pas liés par un liant, eh bien, malheureusement, ils sont partis à l'occasion des pluies orageuses de cet été. Ça, c'est pour la deuxième question. Alors, la première question, oui, sur l'alimentation en eau des arbres, pour beaucoup, c'est un grand mystère, et même pour les professionnels, je veux dire. Donc, dans la nature, si on prend un arbre en forêt, grosso modo, le développement de son enracinement, c'est l'aplomb de sa couronne. Au-delà, il rentre en concurrence avec les racines de ses voisins. Si on prend un arbre dans une prairie, le développement naturel de l'enracinement sera 2 ou 3 fois le diamètre de la couronne. Alors en ville, en fait, les racines vont chercher l'eau là où il y en a. Donc le développement n'est pas uniforme. Elle va suivre les zones de transition de phase, donc les différences de sol à certains endroits, les endroits où il y a de la condensation, sous les bordures, sous les asphaltes, et aussi pénétrer dans les égouts, y aller chercher de l'eau. On a certains endroits, des arbres qui sont énormes, alors que c'est rempli d'asphalte. Et quand il y a un entretien des égouts, on voit effectivement qu'il y a parfois certaines racines qui rentrent dedans et qui vont les chercher. J'ai parlé des mélanges terre-pierre aussi, qui peuvent servir de connexion pour les racines, pour aller s'alimenter un peu plus loin. S'il y a 8 ou 10 mètres, on a un sol qui est de bonne qualité, à la fois en éléments nutritifs et en alimentation en eau, ils vont aller le chercher. Les peupliers, par exemple, sont assez remarquables à cet égard. Les peupliers sont connus en matière de mobilité pour défoncer les revêtements de voirie. Si on se promène le long des ravels, donc des voies cyclables en Flandre ou en Wallonie, on voit que si on a un aliment de peuplier qui est séparé du ravel par un fossé de 1 mètre de profondeur et de 3 mètres de large, la racine passe quand même en dessous et elle ressort de l'autre côté pour aller soulever le revêtement. Donc certains arbres ont une tendance naturelle à aller beaucoup plus loin, soit plus profond ou beaucoup plus loin en surface que d'autres. Voilà. Merci pour ces précisions.